Bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwad Info. Le Front commun pour le Congo, FCC, plateforme politique de l'ex-président Joseph Kabila, a réagi à la requête déposée la semaine dernière devant le Sénat visant à lever l'unité parlementaire de l'ancien chef de l'État. Ces demandes accusent l'ancien président de collusion avec le groupe rebelle M23 qui contrôle une partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, merci. Une requête déposée devant le Sénat et qui vise à lever l'immunité parlementaire de Joseph Kabila pour le FCC. Cette initiative constitue une tentative de violation de la Constitution et risque donc d'avoir des conséquences sur la stabilité du pays. Quand les politiques parlent du droit, moi j'ai peur du droit à chaque fois parce que chacun tire simplement de son côté. Ce qui est clair ici, la posture actuelle de Kabila, sa décision, sa présence ou pas à Goma est à l'origine de ce que l'on voit aujourd'hui. N'oublions pas que pendant un temps, à partir de tribunes au niveau de la presse, à partir de l'Afrique du Sud, il s'en est pris au pouvoir. Et quand la résurgence du M23 a commencé, il avait déjà été soupçonné d'être à l'origine ou d'être en complicité avec le M23. Maintenant, si on s'en tient à ce que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a dit la dernière fois, il dit qu'ils ont un ensemble substantiel de documents, de témoignages et de faits matériels pour prouver sa responsabilité et c'est la raison pour laquelle il demande la levée de son immunité. Maintenant, il faut préciser que lever l'immunité de Kabila ne signifie pas la culpabilité de Kabila. Ça permet de pouvoir le traduire en justice où on va dire si sa culpabilité est établie ou pas. C'est pourquoi parfois les politiques nous créent des problèmes, mais il n'a qu'à accepter qu'on lève son immunité diplomatique s'il n'a absolument rien fait, mais ça permet tout simplement qu'il aille devant la justice pour démontrer que ce qu'on lui reproche est faux. Je me dis que c'est beaucoup plus simple que de commencer à tourner les éléments en parlant de droit, en parlant de la Constitution, mais c'est dans les textes de droit qu'il est prévu les levées des immunités. C'est dans ces mêmes textes de droit que ces immunités également sont présentes. Et quand le FCC qualifie cette requête de tentative de violation de Constitution, sur quoi est-ce qu'il se base pour affirmer cela? Eux, ils disent qu'il faut un vote au niveau des deux parlements, le Sénat plus le Parlement, et le vote doit avoir lieu avec les deux tiers une majorité de deux tiers des voix. C'est vrai que cela n'a pas encore été fait, c'est pourquoi j'ai dit quand les politiciens parlent de droit, il faut avoir peur. On n'en est pas là. Attendons de voir, est-ce que la procédure va être respectée? Est-ce que les deux parlements vont se réunir? Est-ce qu'ils parviendront à avoir les deux tiers qu'il leur faut pour pouvoir lever l'immunité de l'ancien président, qui est sénateur à vie, mais on n'est pas encore là. Mais c'est comme ça que les politiques nous embrouillent à chaque fois devant certaines situations. Vous avez la même chose du côté du pouvoir. On fait actuellement comme si Kabila a déjà été jugé qu'il est coupable de complicité, alors que pour le moment, la justice ne s'est pas encore prononcée dans cette affaire. Et à l'heure actuelle, la situation dans l'Est du Congo est toujours critique. Est-ce que cette situation pourrait justement affecter l'état actuel des choses? Le FCC dit qu'on va allumer de nouveaux foyers de tension. Justement, y a-t-il des risques? Mais il y a des risques, bien sûr, parce que Kabila est actuellement dans une posture qui, pour le moins, est floue. Kabila dit qu'il est partisan de la médiation des évêques et des pasteurs, de l'Église catholique et de l'Église protestante. Dans cela, il s'entend avec Fayoulou, il s'entend avec d'autres également opposants. Ils ont d'ailleurs même fait une déclaration dans ce sens pour montrer leur préférence à la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante en considérant que cette médiation prend davantage en compte l'ensemble des problèmes du Congo et pour eux, c'est cette médiation qui peut permettre d'avoir une solution définitive au lieu d'une médiation qui arrête les armes tout simplement et dans le fond, le problème va continuer. Mais il y a des différences quand même entre Fayoulou et
Kabila sur la question à l'Est. Parce que sur la question à l'Est, Kabila, on ne l'a pas entendu condamner, on ne l'a pas entendu clairement prendre position, alors que Fayulu, on se rappelle qu'il était allé jusqu'à dire que le président Tshisekedi était trop mou par rapport au Rwanda, il faut retirer l'ambassadeur, il faut déclarer la guerre au Rwanda. Les postures ne sont pas exactement les mêmes. C'est vrai que le contexte a également changé. À l'époque, le M23 n'occupait pas les espaces qu'il occupe aujourd'hui, qui oblige les gens à faire du réalisme, ce que j'appelle du réalisme. Ils sont là sur place, ils occupent 2 places fortes dans cette partie de la RDC, mais il va falloir envisager les négociations, ce que Tshisekedi a finalement accepté, bien qu'il l'ait refusé pendant fort longtemps. Maintenant, où on va mettre Kabila dans cette affaire-là, c'est ça le gros problème. Parce que si on considère qu'il est partisan du M23, mais ça devient compliqué de prendre ce partisan-là et de le mettre dans l'autre camp. C'est comme si finalement il est d'un côté et il est de l'autre dans ce contexte pour la même négociation. Quels sont les enjeux pour le gouvernement face à ces situations? En fait, un des enjeux pour le gouvernement ici, c'est d'éviter de permettre à Kabila de prendre sa revanche. N'oublions pas que Kabila, c'est lui, Joseph Kabila pour être précis, c'est lui qui a mis Tshisekedi au pouvoir lors de son premier mandat. Ils ont signé un contrat, tout le monde en parle, on n'a pas les termes du contrat. Kabila peut être dans une logique de « je vais te rendre l'ascenseur ». Tu n'as pas respecté les termes du contrat, tu as corrompu les députés ou autres pour finalement se retrouver avec une majorité qui permettait à Kabila à l'époque de tenir le président Tshisekedi. Aujourd'hui, on peut le soupçonner de se dire mais c'est le moment pour lui de prendre sa revanche sur le président Tshisekedi. Mais la revanche de Kabila, est-ce que c'est la solution des problèmes de la RDC? Non. Et c'est tout le problème qu'on a avec les politiques. Ils n'ont qu'à régler d'abord le problème de la RDC, comme dit Mao. Ils n'ont qu'à régler la contradiction principale. Retrouver l'intégrité territoriale du pays. C'est ça la contradiction principale. Maintenant, après, entre Congolais, ils n'ont qu'à s'asseoir devant les Congolais et laisser les Congolais choisir qui va être leur président, qui est représentatif, qui n'est pas représentatif. Mais quand vous vous battez entre vous, pour qui va être devant, qui va mettre des bâtons dans les roues de l'autre, pendant qu'une partie de votre pays est en train d'être occupée, mais vous êtes des hommes politiques ou bien vous êtes des opportunistes politiques. Il faut bien qu'on pose ces questions. Cette démarche, y a-t-il des chances que cela aboutisse et que le gouvernement obtienne à cette levée d'immunité? Qu'est-ce qui se passe si cela échouait? C'est facile à obtenir. Ça dépendra de l'attitude du Parlement. Puisque n'oublions pas que on vient d'élections où Kabila, Tshisekedi plutôt, s'est renforcé par rapport aux résultats des élections. Maintenant, l'inconnu aujourd'hui, c'est quelle sera l'attitude de ceux qui doivent voter. Mais si les 2 tiers votent, il n'y a rien à faire juridiquement, l'immunité disparaît. C'est-à-dire que la justice peut se saisir de cette affaire, puisqu'elle veut se saisir de cette affaire, mais la levée de l'immunité est une procédure par laquelle la justice doit passer. Elle ne peut pas saisir l'ancien président et sénateur directement sans qu'on passe par la levée de son immunité. C'est juste une procédure. Maintenant, la procédure ne peut être validée que par ces 2 parlements avec la majorité aux 2 tiers. Donc l'inconnu ici... Justement, est-ce qu'à l'heure actuelle, un débat parlementaire est prévu sur le sujet? Je ne connais pas exactement la procédure au niveau de la RDC, mais généralement, il y a d'abord des commissions, il y a une commission ad hoc, il faut entendre. En fait, à l'intérieur du Parlement, on ne va pas directement à la plénière pour lever l'immunité parlementaire. Il y a des étapes qu'il faut franchir jusqu'à arriver à la plénière, et c'est la plénière maintenant, avec le vote, qui va déterminer la levée ou non de l'immunité. Je ne connais pas avec précision la procédure pour la RDC. Parallèlement à la médiation, sinon aux médiations en cours, quels peuvent être les impacts? Les médiations en cours, moi je partage la position de Fayulu, je suis partisan de la médiation de l'Église catholique et de l'Église protestante, parce que je me dis que cette médiation se fait dans le sens de l'intérêt des Congolais. Parce qu'avec les autres médiations, on aboutit souvent à un partage du pouvoir qui se fait au détriment des populations. Et ici, il y a plus grave, parce que le Qatar a réussi à rassembler 2 présidents qu'on n'a pas réussi à rassembler en Afrique, non pas parce que leur diplomatie est extrêmement efficace,
mais à cause de la force de frappe de leur pétrodollar et de leurs promesses d'investissement. Les États-Unis ont réuni les deux ministres des Affaires étrangères. C'est la même chose. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt des Congolais? Est-ce que c'est ça l'intérêt de la RDC? Est-ce que c'est ça la solution à une crise qui n'est pas la crise du M23? Parce que c'est là où moi j'appuie cette initiative de l'Église catholique et de l'Église protestante. Eux, ils veulent régler un problème qui date de plusieurs décennies. Ils ne veulent pas se contenter de ce problème M23 qui est une résurgence alors qu'il y a bien d'autres problèmes. On ne parle plus d'autres groupes armés alors qu'il y en a une centaine. On ne parle plus des groupes qui créaient le plus de problèmes avant qu'on ne reparle du M23. Pourtant, ces groupes sont toujours là. Est-ce que si vous réglez la question du M23, un groupe sur 100, est-ce que vous avez réglé le problème de la RDC? Moi, je me dis que les citoyens de la RDC doivent soutenir l'initiative de l'Église catholique et de l'Église protestante pour aller dans le sens de trouver une solution définitive pour le pays, au lieu de trouver des solutions où vous avez des gens qui veulent exploiter des ressources, ils ont juste besoin que les armes se taisent pour pouvoir exploiter ces ressources sans pour autant résoudre le problème de fond. Donc la situation actuelle pourrait donc impacter la dynamique politique actuelle en RDC. Mais bien sûr, elle peut impacter la dynamique politique parce que quand on regarde, le M23 a encore fait des attaques il y a 2 jours. Ils sont en train d'avancer jusqu'à présent, malgré qu'on a signé avec les Américains une intention de cesser le feu, de respect mutuel, de respect de l'intégrité territoriale du pays, etc., comme ça avait été fait également au Qatar. Mais sur le terrain, il y a encore des affrontements. Il n'y a pas encore véritablement un cessez-le-feu, parce qu'un cessez-le-feu suppose que les deux parties s'entendent en disant qu'on arrête à partir de jusqu'à. On n'a jamais vu cet accord, c'est juste les intentions qui sont là. Les populations déplacées restent des populations déplacées. Une bonne partie de ces populations sont dans des situations extrêmement difficiles. On oublie ce côté humanitaire aujourd'hui à cause de cet aspect diplomatique qui prend actuellement le dessus, alors que c'est ce côté humanitaire qui devrait prendre le dessus dans cette situation. Donc pour le moment, à part des intentions, à part des éléments extérieurs, vous avez oublié la France, parce que la France également fait ce qu'on appelle de la facilitation en disant qu'elle appuie l'Union africaine. Finalement, la médiation du Togo en est où? C'est comme si on est en train d'oublier cette médiation togolaise qui est la médiation de l'Union africaine de façon officielle. En même temps, on se pose la question, les organisations régionales, quelles sont leurs implications dans la gestion de ce conflit? Le malheur, c'est que dans la zone où se trouve le conflit, les deux organisations régionales qui sont là-bas sont malades. Quand c'est des malades qui doivent soigner un malade, il y a des risques de contamination même supplémentaires pour qu'on se retrouve avec une autre maladie. Et c'est ça, malheureusement, la réalité. Il y avait des problèmes au point qu'on s'est retrouvé à un certain moment avec 2 initiatives. Il a fallu la rencontre de Luanda pour essayer de voir comment faire une facilitation pour qu'on se retrouve avec une seule initiative, celle de Luanda, et c'est celle qui devait être la seule parce que c'est celle qui a été édictée par l'Union africaine. Et celle du Kenya, le Kenya fait partie de l'Union africaine. Il n'y a pas de raison que l'Union africaine fasse une démarche. Si le Kenya veut faire quelque chose, c'est de venir appuyer la démarche de l'Union africaine, mais pas de faire une démarche parallèle parce que l'ancien président avait fait un certain nombre de choses. Il faut que je continue ce que j'étais en train de faire. Pour moi, ce n'est pas la logique. Il faut qu'on aille dans le sens d'appuyer cette médiation des églises du Congo et qu'on verse les autres médiations de là-bas. Parce que c'est ça qui est l'intérêt des Congolais. Les autres viennent pour faire la paix, mais ils veulent faire la paix pour exploiter les ressources. Ils ne veulent pas faire la paix pour résoudre les problèmes du Congo qui vont largement au-delà du M23. Et ce week-end, les présidents congolais, Félix Tshisekedi, le président du Congo-Brazzaville, le président rwandais également, eux tous avaient répondu présents à la cérémonie d'investiture du Gabonais Brice Oligui Nguema. Oui, le problème c'est que Oligui Nguema vient d'arriver. S'il était un président expérimenté, mais il aurait pu profiter d'une telle situation. Eux tous, ils étaient présents. Oui, pour donner un coup de fouet à la médiation africaine. C'est d'ailleurs ce que le président angolais avait fait lors du sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, mais ça n'avait pas marché parce qu'en ce moment, la tension était telle que
on ne pouvait pas continuer la rencontre avec les deux présidents. Il a fallu continuer la médiation, chacun de son côté, en allant voir l'un, en allant voir l'autre. Ici, par exemple, une simple poignée de main. Presque tout le monde Entre était les, là. oui, une simple Le poignée Sénégal, de main. le Ghana. Mais une simple poignée de main entre les deux présidents aurait été un signe d'apaisement et ça aurait été un point pour l'Afrique. Après, ce que le Qatar a fait et que l'Union africaine n'avait pas encore réussi. Mais n'oubliez pas Une occasion ratée. Mais une occasion ratée, bien sûr. Mais Oui. la part qui les deux présidents ou peut-être c'est le Gabon le qui rate Gabonais. une occasion. Il aurait pu en faire une bonne entrée dans la sphère africaine. Puisqu'il a réussi à faire en sorte que ces deux présidents viennent à sa prestation de serment. Il aurait pu trouver une occasion, mais bon, il vient d'arriver au pouvoir, il ne maîtrise peut-être pas encore ses enjeux sur le plan géopolitique. Mais une occasion ratée également pour l'Union africaine. Parce que l'Union africaine savait très bien que les deux présidents allaient être présents. Ils ont sur été le plan invités. médiatique, les deux présences ont vraiment été très remarquables. Oui, mais l'Union africaine aurait dû en profiter également pour faire ce travail-là. Pour qu'au moins dans cette médiation, qu'on voit l'Union africaine poser un acte qui soit un acte important, même s'il n'allait pas s'agir d'une discussion pour dire on s'entend sur ceci ou sur cela, au moins amener chacun des présidents à affirmer sa volonté de résoudre le problème par le dialogue et pas par le conflit. Ça aurait été un pas qui ne serait pas négligeable pour l'Union africaine, pour le Gabon. Merci, bon, de Dieu, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.